Alors, bonjour tout le Voilà. monde, bienvenue à cette rencontre de Québec Aroma du 18 septembre 2021. Euh, Nous avons avec nous aujourd'hui Éric Deruet. Deruet ou Deruest? De Ruest, on dit tout. Deruest, OK. Bonjour. Euh, Bienvenue. Merci. Nous étions supposés se rencontrer l'année dernière et puis on avait eu des petits problèmes techniques. Je pense que ça nous suit parce qu'on en a encore eu un petit peu en début de rencontre aujourd'hui, avant la rencontre. Mais je suis content que tout fonctionne bien et puis on peut finalement faire plus amplement connaissance et en apprendre un peu plus sur toi. Euh, Moi, je te suis depuis le tout début du groupe Aromathérapie au Québec où j'ai entré en contact avec plusieurs personnes. Je découvrais le monde de l'aromathérapie et tu étais déjà très actif dans le milieu depuis plusieurs années. Alors, j'ai à un moment donné tombé sur tes activités, ce que tu fais. Et puis, donc, je suis content de pouvoir passer du temps avec toi parce que l'objectif de ces rencontres-là, c'est justement de faire connaître les gens du milieu, différentes versions de l'aromathérapie, différentes pratiques, différentes versions de gens passionnés par les huiles essentielles. Donc, il y a beaucoup de choses que je veux parler avec toi. Euh, je pense que tu es quelqu'un qui a beaucoup à offrir, beaucoup à dire aussi. Tu es passionné, puis tu couvres assez large. On va y aller comme ça se présente, je pense. J'aimerais entre autres parler de tes activités. Je ne te laisse pas la parole, mais je vais te laisser parler tout le long après. Désolé si je parle beaucoup en début. J'essaie de Ça me trouver va. le meilleur angle. Ça me va Écoute, pour bien. les gens, il y en a plusieurs qui te connaissent. Pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu es aromathérapeute, herboriste, spécialiste en huile essentielle sacrée et en aromathérapie énergétique, fondateur et propriétaire de Gaia Arome, une boutique spécialisée en aromathérapie. Et tu fais aussi des formations et plusieurs d'autres intérêts qui t'amènent à faire d'autres activités qu'on pourra développer un peu plus davantage. Donc, je te laisse la parole. Comment vas-tu? Écoute, je suis vraiment ravi que cette fois-ci, ça fonctionne. Je vais peut-être devoir un moment m'éclipser 30 secondes pour remettre de l'énergie parce que c'est un smartphone et ça a besoin d'énergie régulièrement. Donc voilà, en attendant, les batteries sont plutôt bien chargées. D'accord. Euh, On va simplement jeter un coup d'œil sur la la batterie petite pour voir barre là. ce que ça se Ouais. passe. Bon, mais on la voit pas ici, c'est pas grave, je m'inquiète Ah, pas. OK. Il y a sûrement des petits signes, ça fera du bruit, etc. Écoute, je suis vraiment ravi que cette discussion puisse avoir lieu parce que ça faisait un moment qu'on l'avait programmé. Dis-moi, Québec Aroma, tu l'as commencé en quelle année, toi? La boutique, elle a 2 ans, c'est en 2019. Ok, On pourrait dire. Et puis, le groupe Aromathérapie au Québec, c'est en janvier 2018. d'accord, ok. La Donc ça fait boutique bien 3 ans, trois ouais, ans et la demi. boutique a découlé un peu du groupe que j'avais Ouais, créé. ok, ok, magnifique. Écoute, que dire? Moi, j'ai commencé en 2014, après m'être formé à l'herboristerie. Enfin, je me formais en même temps. Et puis, je suis un peu tombé dans le chaudron ou dans l'alambic, on peut dire ça comme ça, des huiles essentielles. Par un délicieux concours de circonstances où je me retrouve quelque part un jour où je me promène dans mon quartier, puis je suis attiré par des odeurs et je me rends compte que à 2 rues de chez moi, un des plus gros grossistes d'huile essentielle de Wallonie, donc la partie francophone de la Belgique, habitait à ses bureaux. Et donc, je reconnais le logo parce que j'avais vu ça sur un parfum. Je sonne, je vais voir, je vais discuter, etc. Et puis de là, l'aventure Gaïarome commence. Euh, Donc, avec tout de suite, parce que j'ai vu que Gaia Rome, ça a été fondé autour de ces années-là aussi. Donc, dès tes premières rencontres avec les huiles essentielles, tu as fondé Gaia Rome? tout de suite, ça s'est imposé. Tout de suite, ça a été. Mais il y a tout un chemin initiatique avant, tout un tas d'expériences de vie qui m'amènent quelque part, qui me poussent petit à petit à penser la santé au naturel et apporter des solutions de quelque part d'autonomisation des personnes par rapport à la santé, parce qu'on voyait d'un côté le déclin des antibiotiques,
on voyait une espèce de toute puissance du médicament, etc. Nous, on se dit, parce qu'on pensait la transition, énergétique, mais on pensait la transition sociétale globalement, et on se disait, tiens, pour que les personnes puissent retrouver un peu d'autonomie et de pouvoir, ce qui est important, c'est de pouvoir, quelque part, avoir des outils thérapeutiques efficaces, relativement bon marché pour la plupart, et qu'on peut quelque part utiliser de façon relativement sûre et bien les enseigner. Ça donnera des outils pour la plus grande partie de la population. Et donc, c'est un petit peu le postulat de départ. Donc, au départ, c'était de l'herboristerie, mais quand les huiles essentielles sont arrivées, ça a été vraiment une évidence. Pardon, excuse-moi, je digère. Et le fait est qu'on s'est retrouvé assez rapidement avec l'idée de mettre en place une marque d'huile essentielle qui s'appelle Gaia Aroma, en tout cas un projet, parce qu'au départ, l'idée, n'était pas de faire une marque spécifiquement, c'était un projet d'aromathérapie, un peu comme toi, tu as fait le groupe Aroma. D'accord. Et autour de la formation, de la discussion, de la rencontre, des expériences, de partage d'expériences, etc. Et puis avec une partie, proposer des huiles essentielles de qualité. Parce qu'on se rendait bien compte. Maintenant, Gaia Aroma, ça regroupe les formations, mais les huiles essentielles, tu as des mélanges, tu as aussi des thés, tisanes, encens, les huiles végétales, argile, hydrolat. Est-ce que tout ça, ça s'est rajouté au fur et à mesure, j'imagine? C'est ça, un petit peu. Donc, toute la partie aroma, ce que j'appellerais les hydrolats, les huiles végétales, les préparations aromatiques et les huiles unitaires, tout ça, c'est arrivé assez vite au début, si ce n'est que les préparations, elles ont d'abord été testées. Et il y a eu des expériences, il y a eu des retours d'expérience, c'est un chemin. Et puis on peaufine, et puis on travaille, et puis on voit un peu ce qui fonctionne, et puis on améliore. Et donc c'est vrai que dès le début, on avait des choses relativement classiques et basiques. Et puis là, aujourd'hui, on travaille un peu sur des préparations spécifiques qu'on a dû expérimenter un moment parce qu'on avait des demandes spéciales, et donc on recherchait les meilleures huiles à utiliser. Et quand on obtenait vraiment des bons résultats, à ce moment-là, eh bien, on propose la préparation à un public plus large. Mais ça part toujours d'une expérience locale, tu vois, sur des personnes qui ont des besoins spécifiques. Et puis après, quand on est vraiment content, on va vers proposer ça à une échelle plus large. Mais on donne toujours la recette, c'est-à-dire que on fait pas, enfin, en tout cas, mon truc à moi, c'est pas faire de l'aromathérapie Microsoft. Tu vois ce que je veux dire, un peu boîte noire, secrète, etc. Quand on propose une synergie, on met toujours la recette sur le blog, que les gens puissent la faire eux-mêmes. Okay. C'est l'objectif, c'est de l'éducation, c'est comment est-ce que ça marche, pourquoi est-ce que ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on a utilisé ces huiles qu'on a sélectionnées dans un panel de 200 huiles essentielles. Voilà, c'est un peu la démarche. Il me semble avoir vu, il y a un an ou deux, l'ouverture d'une nouvelle boutique où tu te trouves présentement, j'ai reconnu tout à l'heure. Okay. Ça, c'est un nouvel endroit où ça a toujours été là, où, parce qu'il y a quelqu'un qui demande dans le chat où est la boutique. C'est en Belgique, effectivement. Est-ce qu'il y avait un service de postage aussi pour comme les achats en ligne dès le départ, ou c'est uniquement sur place? Alors, au départ, c'était que sur l'Internet. On avait créé une boutique en ligne avec toutes les informations. On avait vraiment fait un travail dense d'informations sur l'aromathérapie. Ce ne sont pas des choses qui sortaient de nulle part. Hein. Je veux dire, on a condensé des ouvrages, on n'a rien inventé, on a transmis un petit peu, puis on a regroupé des infos. Et puis ça a duré quand même, je dirais, 5 ans. Le temps de grandir un petit peu, le temps de maturer, d'acquérir suffisamment d'expérience et de connaissances, que pour un moment, quelque part, être poussé par la vie à avoir besoin de grandir et donc d'installer le projet dans la matière. Si tu vois, l'Internet, c'est très volatile, c'est très dépersonnalisé. Et puis, ici, il se fait que j'ai trouvé ce local parce que j'avais vraiment besoin d'un atelier plus grand. Et je trouve un endroit avec un atelier, mais avec un magasin juste à côté. C'est une ancienne pharmacie, en fait, ici. D'accord. Et donc, ici à Stavelot, en Belgique, on est dans l'est du pays, un peu plus vers la frontière allemande, mais toujours en zone francophone. Et donc ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que le projet a pris un ancrage, une assise dans le réel. Et là, on voit vraiment des
des résultats intéressants sur une communauté locale. Ce que l'aromathérapie qui arrive dans une communauté locale qui ne connaît pas bien le sujet, eh bien, il y a un engouement réel parce que les résultats sont là. Et Les gens ont été curieux et entrent dans la boutique, se sont voilà, appropriés les lieux. petit à petit, les gens osent rentrer parce qu'il faut connaître un peu la mentalité ardennaise. Donc, nous, on est des gens du Nord. Et en Ardennes, on est un peu froid et on est un peu distant quand on ne connaît pas bien, etc. C'est un peu voilà, culturel, je ne sais pas très bien. Donc, il faut un peu de temps pour que les premiers osent rentrer et puis essayent quelque chose. Et puis, waouh, ça a bien soulagé mon inflammation. Là, j'avais mal tout le bras. Ça faisait 3 ans, je prenais des cachets, ça ne marchait pas, etc. Tac, tac. On fait une petite préparation, on mélange quelques huiles essentielles, on explique comment bien les utiliser. Une semaine après, l'inflammation a disparu. Hop. Là, évidemment, on gagne des points parce que ça fonctionne. Et donc, petit à petit, l'ancrage local, la réputation, etc., grandit. Et donc, c'est satisfaisant. C'est vraiment satisfaisant parce qu'on arrive à avoir de plus en plus de monde et de plus en plus de monde qui comprend l'aromathérapie. En tout cas, qui ose l'appliquer. J'ai deux questions. Depuis tout à l'heure, tu parlais souvent en nous, en on. Ouais. Euh, ça implique qu'il y a d'autres personnes avec toi dans la gestion de tous ces projets-là. J'aime bien parler en on parce qu'il y a toujours du monde avec moi. Donc ici, on a créé au départ, j'ai créé Gaïrom en tant qu'indépendant. Donc indépendant, tu vois, c'est la personne qui bosse toute seule, c'est une micro-société d'une seule personne. Et puis après, on a changé la façon de fonctionner parce que ça ne me correspond pas. Moi, je ne suis pas un homme d'affaires, c'est pas du tout mon univers. Et donc, j'ai créé ce qu'on appelle une ASBL. Une ASBL, c'est une association sans but lucratif, c'est-à-dire plus dédiée à de la connaissance, à des partages de savoir, à de l'engagement citoyen, etc. Donc, on a une aile économique parce qu'il faut financer évidemment tout ça, mais on est dans de la formation, on est là au service des gens, etc. Et à partir de ce moment-là, une ASBL, on est obligé d'être plusieurs, et donc on a fait une petite association familiale. Et puis après, j'ai créé un emploi d'une dame qui accompagne le projet dans le colisage, etc. Depuis maintenant, qui a commencé par un stage il y a 1 an de ça, et puis qu'on a engagé ici il y a quelques mois et qui travaille avec nous depuis ce temps-là. Donc on est plusieurs. Ouais. Ça fait du bien. OK. C'est sympa. Est-ce que je pense que la marque Gaïa-Rome est distribuée aussi par d'autres. On peut se D'autres procurer les endroits? beaux huiles, pas seulement dans votre boutique ou en ligne, mais chez d'autres fournisseurs, d'autres vendeurs. Ouais. Alors, comme je ne suis pas un homme d'affaires, je n'ai pas encore trop démarché cette dimension-là. Donc, c'est vraiment à ce moment-là quelques commerçants, quelques personnes, quelques thérapeutes qui souhaitaient vendre du Gaïa-Rome, proposer du Gaïa-Rome à leurs clients parce que voilà, ils aimaient bien la démarche ou la marque. Euh, mais voilà, on n'a pas du tout notre travail sur un gros développement. OK. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu de ton parcours, d'où tu viens. Tu es originaire de cette région-là. Tu parlais des Ardennes. Mhm. Puis aussi ton parcours qui t'a amené à t'intéresser aux plantes, aux huiles essentielles. Tu as parlé brièvement des huiles essentielles, mais qui est Éric Deruet et l'a influencé dans cet amour-là des plantes et de. Ah, ça c'est une sacrée question. Alors, oui, je suis originaire, pas vraiment de la région ici, mais je suis originaire de l'Ardenne, à une centaine de kilomètres d'ici, de Stavelot. J'ai eu cette chance de grandir en Ardennes. Donc, l'Ardenne, c'est la forêt. C'est un territoire relativement froid en hiver et puis un peu sauvage, un peu rugueux, mais un territoire de liberté. Et d'ailleurs, la forêt ardennaise faisait très peur à Jules César. C'est parce que c'est un lieu comme ça qui est un peu noir et un peu mystique. Mais voilà, bon, après, quand on est jeune en Ardennes, on n'a qu'une envie, c'est de se barrer parce que c'est l'Ardenne, c'est la forêt, donc on a envie d'aller vivre en ville, etc. Donc je suis parti un petit peu, j'ai voyagé. Et puis j'ai travaillé dans une ONG un peu. Et là, j'ai eu l'occasion de voyager en Amérique du Sud. Et c'est mis un peu, parce que c'était aussi dans l'air du temps, je pense que c'était dans l'évolution des esprits,
l'envie de travailler vraiment sur cette dimension de la santé au naturel et de la santé par les plantes. Et je vais mettre même le mot chamanisme que j'ai un peu du mal avec parce que c'est un peu un mot fourre-tout pour le moment, mais c'est vraiment cette conscience d'avoir dans les communautés locales des personnes ressources qu'on appelle chez nous aussi les rebouteux, un peu les gens qui soignent un peu avec des plantes, avec des pierres, qui font des choses un peu voilà, de médecine un peu bizarre, comme ça. C'est un mot ancien, un rebouteux, ça date du Moyen-Âge, j'imagine. Et donc voilà, c'était un peu cette idée de remettre de l'authenticité dans la médecine, c'est-à-dire voir une médecine plus large, une médecine plus globale, parce qu'on sentait que il faut soigner pas que le corps physique. Et ça, évidemment, aujourd'hui, c'est une acceptation relativement bien entendue, même dans le monde médical. Aujourd'hui, on accepte de plus en plus, on observe d'ailleurs de plus en plus que les maladies sont induites par des émotions. Hein, on a des cas très classiques de un décès, une séparation, une rupture, paf, une dépression, un cancer. Beaucoup de gens débutent des cancers à la pension lorsqu'ils se sentent inutiles dans la société, qu'ils n'ont plus rien à faire. C'est un énorme choc émotionnel pour certaines personnes. Et là, vont se développer des maladies. Donc, observant cela, eh bien, on s'était dit qu'il fallait, en tout cas, moi, je me suis dit qu'il fallait travailler dans cette direction-là. Et comme on était un peu dans, je ne sais pas si vous devez sans doute connaître hein, ce mouvement des villes en transition, déjà entendu parler un petit peu de Rob Hopkins et tout ce mouvement de post-pétrole, de préparer les sociétés à la fin du pétrole, à l'effondrement et donc créer de la résilience locale au niveau des plantes, etc. On avait des groupes de réflexion là-dessus sur Liège, hein, qui est une grande ville dans la région par ici, à une 70aine de kilomètres d'ici, troisième plus grande ville de Belgique, je pense. Et tout le monde a travaillé sur l'alimentaire, l'habitat, l'alimentaire, etc. Et personne n'osait parler santé parce que personne ne se sentait légitime de parler de santé parce qu'on a vu ces derniers temps que c'est un sujet d'une rare complexité et personne n'était là. Et donc je me dis, ok, tout le monde veut faire pousser des plantes, mais il faudrait faire pousser aussi des plantes médicinales, puis il faut les connaître, et puis il faut bien les étudier parce que c'est sérieux, et puis est-ce que ça fonctionne? Et donc, hop, je décide de quitter mon travail en ONG parce qu'on travaillait sur la dette du tiers-monde et on travaillait sur la dette écologique et on était tout le temps dans des constats catastrophiques. Et donc, il y avait une lourdeur de travail. Et moi, je me suis dit, voilà, je ne suis pas là pour sauver la Terre. Par contre, je peux aider des personnes. Et ça m'intéressait. Je peux faire un travail d'évolution des consciences à mon niveau en aidant les personnes à moins souffrir, à être en bonne santé, à être plus harmonieuses, mieux dans leur peau, etc. Et ben, ces personnes vont pouvoir évoluer et puis transmettre des valeurs qui ne soient pas, qui soient déconnectées de ce qu'on va appeler des valeurs de survie. Voilà, ça c'est un peu l'idée. C'est la base. Donc, tu as fait des formations pour les huiles essentielles parce que tu maîtrises ça super bien. Euh, je sais que tu as aussi abordé l'aspect, ça t'a emmené, je pense, ta nature, tes croyances, tout ça, à y aller davantage, peut-être vers le côté sacré, le côté spirituel de tout ça. Mais tu maîtrises aussi bien l'aspect scientifique. Tu as fait ça où et quand ces formations-là? Alors, honnêtement, je me suis auto-formé parce que c'est ma façon de faire. Donc, j'ai des piles de livres et puis j'ai lu. Et puis, tu sais, c'est pas une matière excessivement difficile. On peut bien pratiquer l'aromathérapie sans être un chimiste. Tu me diras les questions après, je vois des questions apparaître. Mon Oui, on prendra le temps. Okay. Donc, il n'est pas nécessaire d'être un bac plus 6 en chimie ou des choses comme ça pour faire de l'aromathérapie. Il est fondamental d'avoir des connaissances médicales, une compréhension chimique des choses, une compréhension de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, bien connaître les interactions, enfin, les contre-indications, on va dire ça. Et à partir de là, mais je ne pense pas que ça soit fait pour tout le monde d'aller dans cette direction-là. Mais pour moi, ça a été une évidence immédiatement de deux choses. Un, les huiles essentielles ne sont pas dangereuses quand elles sont bien comprises. Deux, c'est de l'information. Ce sont des molécules, bien sûr, mais c'est de l'information. Et donc, on va réinformer un individu. Mais pour contrecarrer des habitudes bien ancrées, une demi-goutte d'une huile essentielle, ça ne sert à rien. On a besoin d'amener suffisamment de matière.
Et donc, je suis dans une aromathérapie un peu, on va dire, d'école française, c'est-à-dire où on va amener assez bien de matière, de molécules, et c'est comme ça que nous, on observe des résultats fabuleux, évidemment. Alors, pourquoi la dimension sacrée? Ça s'est imposé, mais immédiatement. Je voyais des plantes, hein, disons, je voyais la collection d'huiles essentielles qui était disponible. Puis je repérais tout un tas de plantes que j'avais déjà croisées dans des lectures sur des pratiques chamaniques, rituelles, anciennes, chez les Égyptiens, etc. Et je me suis dit, tiens, moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse. C'est un petit peu l'historicité. Je vais utiliser un mot un peu pompeux parce que je n'ai pas le diplôme, etc. Mais j'ai envie un peu parler d'ethnobotanique. Quelles sont les plantes qui ont été utilisées dans les différents endroits du monde et pourquoi est-ce qu'on les utilisait, qu'est-ce qu'on leur reconnaissait comme vertu spécifique, etc. Et je les ai rassemblées dans ce qu'on appelle les huiles sacrées. Est-ce que toutes ces plantes qui étaient considérées comme sacrées ou utilisées dans des rituels ont leur équivalent en huile essentielle? Non, par exemple, pour être hyper classique aujourd'hui, le breuvage sacré de l'Amazonie que tout le monde connaît, hein, dont on parle énormément pour le moment, qui s'appelle le yagé ou l'ayahuasca, on n'en fait pas d'huile essentielle. Pourtant, c'est la médecine centrale de la forêt amazonienne. Mais autour de ça, il y a tout un tas d'autres plantes. Non, il y a plein de plantes qui n'ont pas sans doute pas ou pas assez d'huile essentielle. On fait d'autres usages avec. On a d'autres usages avec. Nous ici, à quoi je pense spécifiquement? Par exemple, l'encens. J'ai été ravi de rencontrer assez rapidement dans mon chemin l'encens sous forme d'huile essentielle. Et c'est peut-être un peu l'encens qui m'a donné cette envie d'aller dans cette direction-là, parce que moi, tu sais, c'est fumigation dans les églises, etc. Puis je me dis, tiens, on en fait des huiles essentielles, qu'est-ce que c'est? Et puis je vais chercher. Je vais chercher parce que je me pose des questions. Soit on brûle ça à la maison pour que ça sente bon, soit on brûle ça dans les églises pour que ça sente bon aussi. Et puis finalement, on se rend compte que la plante a plein de vertus. Et, parce que je trouve que c'est quand même assez délicieux, l'encens, c'est quand même une plante psychotrope. D'accord? C'est une plante qui va induire une modification de l'état de conscience. C'est connu depuis longtemps. Et je pense que c'est clairement pour ça qu'on l'utilise dans les églises. C'est pour apaiser le mental, le côté gauche, pour avoir une meilleure qualité de prière, de méditation, etc. Mais dans les églises, on pourrait trouver ça un peu paradoxal d'avoir ce type de substance qui est utilisée et validée, alors qu'ils ont sans doute combattu assez fort d'autres médecines. Mais voilà, donc personne n'est exempt d'utiliser un petit peu des stratagèmes pour calmer le mental et avoir une meilleure perception, une perception plus globale de l'individu et du monde. Et l'encens fait ça très bien. Quelles sont les autres huiles essentielles qu'on dit sacrées? Ouh là là, j'en ai rassemblé une quarantaine. Alors, Moi, je m'étais intéressé à une de tes formations que j'ai failli m'inscrire l'année dernière. okay. Est-ce que tu couvres toute cette quarantaine d'huiles essentielles là? Parce que tu vends aussi un coffret découverte où est-ce qu'on peut. Ouais. Et donc, c'est un peu. Ouais. Excuse, je ne voulais pas t'interrompre. Vas-y. Non, mais pas de problème. Je comprends la question. Dans ce coffret, j'en mets 32, mais quelque part, plus j'avance, plus j'ai du temps, c'est pas le plus facile, plus je peux faire des recherches et plus je me rends compte que des huiles essentielles que j'avais classées hors du coffret en tant qu'huile essentielle classique sont en réalité des huiles essentielles qui sont utilisées, parce que je retrouve des traces, dans des rituels, avec des usages pour un travail intérieur, un travail spirituel, un travail d'évolution des consciences, etc. Donc, c'est une liste qui s'agrandit toujours. Et je crois que le travail n'est jamais fini. Et le jour où je fermerai les yeux, il y en aura d'autres qui reprendront la relève. Et puis, on verra. Et puis, il y en a déjà qui font du travail magnifique. Et je pense que c'est un grand réseau de personnes qui commencent à conscientiser l'importance des plantes dans l'évolution des consciences humaines. Je pense qu'on en est vraiment là aujourd'hui. Et donc, pour nous, l'aromathérapie, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que, en guérissant des maux physiques qui sont induits par des émotions, la plupart du temps, eh bien, on travaille sur ces émotions-là, on les nettoie, et donc on permet aux personnes de se débarrasser de fardeaux du passé, ou en tout cas de les apaiser, de rentrer dans des meilleurs états d'esprit, etc. Et on voit, et moi j'observe cela, une amélioration de la qualité de vie, l'amélioration de la qualité de l'être, et souvent des portes s'ouvrent, et les personnes, quand elles se rendent compte que
les huiles essentielles ont amélioré leur perception du monde, j'ai envie de dire quelque part par là, eh bien, elles vont continuer à cheminer, à en essayer une, à tester l'autre et à corriger certaines lourdeurs ou certains fardeaux du passé, etc. Et ça, on voit que ça fonctionne. Nous, on observe ça chez nous. Et aussi, ça nous ramène, c'est un moment pour soi quand on a un contact privilégié avec une huile essentielle, ça nous ramène un peu à nous. Ça arrête un peu la folie de. C'est un moment pour se déposer souvent. J'avais une parenthèse. Aux États-Unis, il y a certaines personnes, certains aromathérapeutes qui ont écrit des livres où ils font le lien avec les huiles essentielles et la Bible et l'usage des huiles essentielles au temps biblique. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'il y avait vraiment des huiles essentielles ou finalement ils mélangent un peu? J'ai pas lu les livres, là, peut-être qu'ils parlent pas vraiment d'huiles essentielles, mais il me semble qu'il y avait des liens un peu douteux. Alors, on va en fait beaucoup parler de parfum dans la Bible. D'accord? Donc, ça va être des extractions via le gras, puisqu'on n'avait pas encore l'alcool à l'époque. On n'avait pas encore mis en place la distillation de l'alcool. Et donc, c'était plutôt des extractions et des huiles, des onguents, des choses très parfumées. Et donc, on va par exemple avoir, si ma mémoire est bonne, Marie-Madeleine qui met du nard sur les pieds de Jésus, qui renverse un parfum très cher, etc. D'abord, on n'est pas sûr que ça soit vraiment du nard de l'Himalaya comme nous on le connaît. Je pense que c'était une dénomination relativement commune. Mais c'est d'autres types d'extraction. C'est pas vraiment des huiles essentielles. Il y avait des huiles essentielles dans l'extraction, j'imagine, mais non, c'était pas sous la forme que nous on connaît, évidemment. Tu vois. Donc, Simplement, ça a c'est été un peu récupéré pour offrir une pratique de l'aromathérapie à des gens affiliés à certaines religions, j'imagine. Il y a une ouais, mode. ouais. Après, je pense qu'il y a une grande honnêteté à faire ce genre de choses-là. C'est-à-dire que quand tu reprends l'Ancien Testament, c'est une question forcément, quand tu étudies l'aromathérapie sacrée, tu ne peux pas faire autrement, tu vois, que d'être confronté régulièrement à des textes bibliques, et surtout dans l'Ancien Testament, où Dieu explique à, ça doit être Moïse, mais je ne voudrais pas fâcher personne, comment construire l'autel avec autant on va dire des grammes, parce que ce n'est pas des grammes, c'est des onces, je ne sais pas de quoi, de cannelle et puis de cardamome, etc. Et puis alors, il fait une espèce de préparation pour consacrer l'autel. Et donc, on se retrouve toujours avec ces fragrances, avec ces parfums qui aident à la spiritualité. Après, c'est très codé, parce qu'ils aiment bien coder les choses, et voilà. Parce que ça rend Dieu plus sérieux, à mon avis, que quand il dit 10 grammes plutôt que 2 pincées. Voilà, c'est comme ça. Moi, je ne pense pas que ça soit un problème. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils en font. Tu vois, c'est toujours l'objectif du truc, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière comme objectif? Est-ce que c'est honorer quelque part sa spiritualité, quelle qu'elle soit, en se basant sur des textes anciens et en disant, ben voilà, on faisait ça avant, puis Dieu a dit ça, ou Moïse a dit ça, ou Yahvé a dit ça, etc. Et ça, c'est relativement sympa. Mais après, s'il y a une pression marketing à l'américaine, MLM, etc., là, on est dans de la déviance, quoi. Est-ce que l'idée d'écrire un livre t'est déjà venue pour partager justement tes connaissances, tes recherches, ce que tu enseignes aussi? Je sais que tu le fais dans des formations, mais est-ce que de mettre ça, regrouper ça dans un livre, c'est quelque chose qui t'intéresserait? J'aimerais le faire. J'aimerais le faire vraiment, mais j'ai déjà écrit un livre et je trouve que c'est un exercice assez terrible parce que le savoir évolue. Et donc, quand je relis le livre que j'ai écrit en 2012, plutôt sur des thématiques de la dette, dans l'ONG dans laquelle j'étais avant, et que je relis ça aujourd'hui, je trouve que c'est follement dépassé. Tu vois. Et donc, j'ai un peu peur de figer des connaissances sur du papier et peut-être juste pour la période contemporaine et puis dans 10 ans, les savoirs auront évolué, etc. Peut-être moins en aromathérapie qu'en économie internationale, mais voilà, oui, si j'aimerais avoir le temps de le faire, en tout cas, ça c'est certain, et je devrais, c'est très, très énergivore. Ça, écrire, moi, il faudrait que j'ai un scribe, que je puisse parler, Oui. parce que ça, je fais bien. Et, et puis, et avoir quelqu'un qui prenne des notes ou enregistrer. Enfin, on a du matériel pour faire ça aujourd'hui, mais et puis il y a la structuration du livre, etc. C'est quand même un travail énorme.
Et je sais pas si je sais pas si j'ai envie de ça vraiment, parce que je sais que c'est un exercice vraiment très difficile. Déjà, écrire des formations, comme je suis perfectionniste, c'est difficile. Tu vois, c'est vraiment quelque chose où la virgule est importante, etc. Et puis, ça se passe toujours super bien. Et puis, chaque fois après les formations, je suis super détendu parce que voilà, mais je suis inquiet de transmettre des informations qui seraient non pertinentes ou. Enfin, voilà, c'est compliqué psychologiquement de transmettre. C'est pas simple. Est-ce qu'il y a des livres que tu recommanderais pour des gens qui veulent s'initier à l'aspect sacré des huiles essentielles? Non. Ah Non? si, si bien sûr. Je pensais à quelques ouvrages que j'avais lus qui s'appelaient Sur les huiles sacrées, etc., qui étaient assez faibles en termes de contenu, je trouvais. Euh, Par contre, je trouve que euh, Lydia Bosson, donc, qui a écrit plusieurs ouvrages, mais sur l'aromathérapie, ouais, celui-là, il est vraiment efficace. Moi, j'aime bien ça. Je travaille régulièrement d'ailleurs les cartes. Euh, et ça donne, c'est étonnant parce que c'est écrit avec une grande justesse et ça parle aux gens. Ça parle vraiment aux personnes. Quand il y a un tirage qui se fait, c'est bluffant ce livre. Après, il y a l'autre. Donc, il y a Grandir et puis il y a celui avec tous les yeux, là, mais je ne l'ai pas sous la main. Ayurveda ou je l'ai Non, pas sous la main non plus. Ouais. c'est Guérir avec l'âme des plantes. Je pense que c'est celui-là, de Lydia Bosson. Bon, les informations se chevauchent un peu, hein, puisqu'on ne réinvente pas la roue à chaque fois. Ça, je trouve, sont vraiment des bons ouvrages, de bons ouvrages. Qu'est-ce que j'ai Deborah Edson, ça te dit quelque chose? C'est une Oui, anglophone, mais la qui est guérison traduite en. vibratoire. J'en ai sorti quelques-uns que j'avais là, sur le sujet. Voilà. Oui. Ça, c'est bien aussi. Ça, c'est intéressant. Ça, il y a moyen de choper des informations pertinentes. Il y T'en a aurais d'autres? quelqu'un qui avait écrit un livre, Les huiles royales et sacrées. Mon chat l'a Ah ben, mangé. ouais, ben écoute, moi, celui-là, sans dénigrer, hein, mais j'ai pas trouvé vraiment j'ai pas vibré. OK. J'ai pas vibré à ce que De j'ai toute lu. façon, Pourtant, je l'ai. l'objectif ici, c'est pas de descendre qui que ce soit ou de. Non, mais c'est certain. Est-ce que tu Alors, connais celui-là, il celui-là? est bien, il est intéressant. Oui, tout à fait. Je l'ai aussi dans ma bibliothèque. Dans J'en ai tiré celui-ci, des informations. il y a beaucoup de références à la Bible, je pense, plus que dans d'autres que j'ai lus. Oui, d'accord. OK. Ouais. T'en as d'autres? Ben, j'en ai en anglais, je ne veux pas prendre le temps là-dessus. J'ai celui-là que j'ai pas lu. Sacred Oil. OK. Peut-être les anglophones ont plus écrit que les francophones, puisqu'on est plus matérialiste et Il y en a un peu beaucoup. Peut-être que Rhiannon les connaît aussi, celui-là. Kill for All. OK. Je n'ai pas tout lu, hein, parce que c'est. Ouais, je connais bien le Felicity Warner, The Sacred Oils, qui est sorti récemment, ce que tu as là. Ouais, ouais, ouais. Et les deux autres sont assez. Ils étaient publiés il y a longtemps maintenant, et je pense on évolue. Il y a celui-là. Non, je connais pas. Mm. OK. Covington. Euh, Celui-là, c'est peut-être pas de la spiritualité, je ne suis pas certain. Psychological Emotional. OK. Ben, ça date aussi là, de Gabriel Mauger. D'accord. Ah, préfacé Bon, par Robert Tisserand. oui. Donc, c'était la parenthèse sur les livres. Mais voilà. Donc, une autre bonne façon d'apprendre, c'est entre autres en assistant à tes formations. Parle-nous un peu de l'offre que tu as au niveau des formations. Parce qu'il y en D'accord. a qui sont en présentiel, mais on peut aussi en prendre en ligne, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est tout aussi difficile d'écrire une formation que d'écrire un livre, je pense. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait sur le site de Gaia Rome, il y a un onglet formation quelque part dans le menu au-dessus, c'est facile à trouver, je pense. Et là, ça amène sur un site à part dédié à la formation. Et là, je propose, c'est une initiation, bon, assez complète hein, quand même, aux différentes notions énergétiques autour des huiles essentielles sacrées. Ça s'appelle de la protection à la guérison. Donc, c'est un peu les deux axes qu'on va avoir autour des huiles sacrées. Et c'est des vidéos que j'ai faites.
sont des vidéos que j'ai réalisées puisque j'ai ce parcours-là dans ma vie, j'ai appris à faire des documentaires vidéo professionnellement. Et donc, ça m'a permis de mettre en place une formation que les personnes peuvent suivre à leur rythme. Quand elles ont envie, elles s'inscrivent. Et puis, ça reste ouvert jusqu'à ce que, je sais pas, jusqu'à ce que le serveur explose. Voilà, ou que je sois mort. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais c'est ouvert. Ça reste ouvert. Donc, on suit ça à son rythme. Il y a des personnes qui reviennent 3 ans après. Elles ont commencé les premiers modules. Et puis, la vie fait qu'on a autre chose à faire. Et puis, elles reviennent dessus. Ça, c'est bien coté. Je pense que j'ai vraiment beaucoup de bons retours. Ça a déjà été suivi par plus de 150 personnes, donc c'est quand même pas mal. Bon, pour moi, en tout cas, à mon échelle, c'est très, très bien. Je suis vraiment ravi. Et j'ai vraiment de nombreux bons retours de personnes qui sont très contentes parce que c'est agréable à suivre. Il y a un fond musical, voilà, on est dans une espèce de méditation autour des huiles. C'est vraiment voulu comme une promenade initiatrice. Et voilà. Ça, c'est ce que j'ai en ligne. Je pense, je reste vraiment très, très motivé, ou en tout cas envieux. Je pense que c'est plus que ça. J'ai vraiment envie de proposer une formation aromathérapie familiale de base avec des petits modules faciles à suivre, bon marché parce que j'ai pas envie que ça soit cher, sur des cas concrets dans la vie d'une famille pour de quoi on a besoin au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, les enfants, les chiens, les vacances, etc. etc. C'est classique. Après, voilà, j'aime bien mettre des retours d'expérience dedans, partager un petit peu tout ce que j'ai appris durant ces 8 années dans voilà, des petits modules. Mais il faut que je prenne un peu le temps, voilà, avec des quiz un peu, tu sais, ça se met en place. On a des chouettes outils informatiques aujourd'hui. Après ces formations-là, moi, j'en donne ici en présentiel, ici à Stavelot, sur des petits groupes. On était avant la Covid, parce que ça a un peu tout arrêté, évidemment. Mais on avait des petits groupes de 8-10 personnes. Et puis, on faisait ça une fois par mois sur une thématique ou sur une autre, avec des gens qui venaient parfois de relativement loin pour suivre une thématique spécifique. Et ça, c'est aussi des très bons moments d'échange, de questions, voilà, de connaissances. C'est un vrai plaisir. Et puis, j'ai une formation alors plus spécifique que j'ai mise en place pour la première fois l'année passée pour des thérapeutes énergétiques, des gens qui se dédient à ça, qui utilisent les huiles essentielles avec d'autres pratiques, parfois la réflexologie plantaire, parfois le shiatsu et d'autres pratiques parfois un peu plus exotiques ou personnelles, qui sont parfois fort, fort bien d'ailleurs, pour les avoir expérimentées. Et voilà, ces personnes-là aiment les huiles essentielles, enfin, certaines de ces personnes-là aiment les huiles essentielles et voudraient pouvoir mieux comprendre, mieux les percevoir pour créer des protocoles personnels avec de l'aromathérapie. Ça, j'ai donné ça l'année passée, c'était 40 heures de cours. Et ça m'a demandé beaucoup d'énergie pour mettre ça en place, beaucoup de cogitation, mais ça a été un enchantement. Ça a été vraiment, le groupe a été bien uni, bien fluide, très réactif, très motivé. Et ça, c'était vraiment chouette. C'était un très bon retour. C'est motivant hein, parce que je suis pas formateur, je suis pas formé. Hein, je suis fort dans l'improvisation, hein, que les choses soient claires. Enfin, dans l'improvisation, bon. Ouais, dans l'expérimentation. Et donc, voilà, c'est bien d'avoir des retours positifs, ça fait un bien fou. Si tu veux, on va y aller avec Avant de prendre les questions de Nathalie, je n'ai pas oublié la question, on y reviendra. J'aimerais en rafale aborder quelques sujets. Dans ta boutique, tu as des synergies HECA. Oui. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ça parce que ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve ici nécessairement. D'accord. Alors, ECA, c'est une méthode de digipuncture, c'est-à-dire un peu le shiatsu. D'accord, on va toucher au méridien. Et puis, on va mettre une pointe d'huile essentielle sur certains points spécifiques du méridien, etc. Alors, ça, c'est pas Gaïa Rome. Ça, c'est une formatrice, la dame qui a créé cette méthode-là, qui a un jour contacté Gaïa Rome en disant, s'il vous plaît, j'ai des synergies pour ma formation, pour mon enseignement. Est-ce que vous seriez d'accord de les créer? Alors, comme ça parlait de médecine traditionnelle chinoise, et que la personne est compétente, elle donne des formations, etc., j'ai accepté. Je me suis dit, OK, c'est un challenge, on va
on va travailler d'autres choses que moi, je ne travaille moi personnellement. Donc, là, je me suis mis dans un état de producteur. Je n'ai pas eu besoin de les réfléchir, je n'ai pas eu besoin de les vivre, les sentir, vibrer. Je les ai prises comme ça. Et donc, c'est spécifique pour les formations de la dame. Et puis, elle a une partie un peu plus qu'elle appelle vibratoire ou énergétique. Mais voilà, ça, ce sont ses créations personnelles. OK. Donc, on va prendre la question de Nathalie. Peut-être que c'est plus en lien avec ce qu'on parlait plus tôt. De l'envie à la réalisation, tu es passé par quelle étape? En France, les normes sont très compliquées pour vendre des produits fabriqués à base de plantes. Oui. Alors, en Belgique, on a une règle d'or, c'est ne demande pas, ne pose pas la question, fais ce que tu as à faire et tu verras ce que ça va donner. C'est comme ça. Moi, je sais qu'il y a des monopoles pharmaceutiques, etc. Moi, je ne me suis pas posé la question parce que je suis compétent dans ma matière. Et si la loi n'est pas adaptée à ça, eh bien, la loi, je ne m'en préoccupe pas parce que moi, je sais ce que je fais. Et donc, je me retrouve aujourd'hui à proposer des préparations. Hein, c'est le mélange d'huile végétale et huiles essentielles. Hein, je fais pas de médicaments ou des choses bizarres dedans. Donc, on est sur une pratique d'aromathérapie et ce n'est pas réglementé, spécifiquement réglementé. Donc, je n'ai pas de souci. Nathalie est d'accord avec toi. Elle se doutait d'une réponse semblable. À la J'aimerais ça que Belge. tu me parles des mondes transversaux et puis les événements qui y sont associés. Il y avait un cercle des 5 saisons ou des trucs comme ça là, dernièrement. D'accord. Parle-nous-en un peu. Alors, des mondes transversaux, c'est, donc je t'ai dit au tout début, j'avais recréé un groupe, ce qu'on appelle une ASBL, Association sans but lucratif. Donc, des mondes transversaux, c'est cette ASBL, c'est le nom de cette ASBL qui chapeaute le projet qui est au-dessus de Gaia Rome et qui est dédié à la connaissance et au partage des connaissances des médecines naturelles du monde entier. C'est pour ça que ça s'appelle des mondes transversaux. Et donc, ben, qu'est-ce qu'on fait là? On propose un peu des activités, les formations sur les huiles essentielles. Par contre, par exemple, c'est des mondes transversaux. C'est pas Gaia Home. Gaia Home, c'est vraiment la branche aroma, vente, etc. Préparation. Mais tout ce qui va être formation, éducation aux huiles essentielles, à ce moment-là, on est dans la branche des mondes transversaux. Et donc, on a une dimension d'initiation justement, d'amener un peu les personnes à travailler, à se nettoyer énergétiquement, émotionnellement, etc., à vider leur sac, à travailler avec les huiles essentielles pour avancer, pour évoluer. Et donc, quand tu as le cercle des 5 saisons, et je vois que tu as très bien fait tes devoirs, parce que c'est tout nouveau, c'est quelque chose qu'on vient de mettre en place avec une dame de la région par ici, qui est en train de construire un centre bien-être, qui a des sacrées connaissances au niveau un peu plus des pierres et de la lithothérapie. Et puis, elle a un don de perception, etc. C'est quelqu'un de très connecté, très intuitif. En qui j'ai confiance, parce que je suis très méfiant par rapport à des gens qui voudraient bien mais ne sont pas. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient, hein, c'est assez légitime, hein, bien sûr, mais moi j'aime vraiment bien m'entourer de personnes, en tout cas j'essaie un maximum de m'entourer de personnes avec des vraies compétences, des choses que je peux très vite sentir et tester. Et à ce moment-là, en étant professionnel, et les choses se passent généralement bien, et puis il se passe des choses assez magiques, si on peut utiliser ce terme-là. Et donc ici, le cercle des 5 saisons, on est dans un petit espace, un espace en bois, assez sympa, assez sphérique comme ça. Et on se réunit à 10-12 personnes et on travaille sur des thématiques en lien avec un peu les grandes dates du calendrier. D'accord? Donc ici, ben, on va être dans 2 jours, on va être au point culminant de l'automne, hein, parce que ça, c'est un enseignement aussi. Donc, ce n'est pas le début de l'automne, hein, le 21 septembre, c'est le point culminant de l'automne. L'automne a commencé vers le 15 août. On a senti les énergies de l'automne qui se mettent en place petit à petit. Ce n'est pas un jour comme ça, tac. Par contre, l'automne, c'est l'équinoxe. Et donc, c'est le point culminant. Et à ce moment-là, on va rentrer vers... on va aller vers ce qu'on va appeler la mort. D'accord? Les arbres vont perdre leurs feuilles, on va être dans du plus en plus noir, dans plus en plus froid, etc. Donc, on va travailler cette fois-ci sur la dimension du deuil. Et le deuil, ce n'est pas juste la perte d'un être cher. Le deuil, c'est la perte d'une situation, la perte
d'une certitude, d'une relation, etc., etc. Et donc, on trouvait que c'était un peu la bonne période pour en parler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va purifier, nettoyer, discuter, méditer, et puis on va travailler avec des huiles essentielles, et puis on va voir un peu ce que ça fait vibrer chez les personnes, etc. Et la dimension du cercle, parce que le cercle il est toujours très important dans les rituels, dans le travail de nettoyage, dans le travail d'accompagnement. Si on doit accompagner une personne, le cercle, c'est la meilleure forme, c'est la forme utilisée un peu partout dans les traditions amérindiennes pour que personne ne soit mis en avant, ni en arrière, ni mis sur le côté, et pour qu'il y ait une énergie où tout le monde est vraiment concentré les uns sur les autres, et où l'énergie peut circuler, et où le groupe soutient bien la personne qui en a besoin. Quel est je cherche le mot parce que je ne veux pas dire clientèle cible pour ce. J'aime pas le mot client pour ça, mais les personnes qui participent à ces événements-là, de, quel est le profil type de ces gens-là? C'est des gens qui sont dans l'aromathérapie déjà ou c'est quel type d'âge qui participe à ça? Alors, des femmes, souvent, vraiment, mon public, il est féminin à 80%, j'ai envie de dire, voire 85%. C'est quelque chose qui doit changer. Il faut que les hommes aussi prennent conscience de l'importance de la santé, qu'ils ont un rôle à jouer dans la santé du groupe. Je pense que c'est vraiment fondamental. Alors, ce sont des personnes, en tout cas, qui sont toujours en recherche et en chemin, ou c'est des personnes. Grosso modo, j'ai l'impression qu'on arrive à l'aromathérapie quand on va être parent. Je pense que c'est vraiment ce moment où on a été jeune avant. On est rarement malade, sauf évidemment des cas spécifiques à ce moment-là, mais la généralité, c'est vraiment les personnes commencent à s'intéresser à l'aromathérapie parce qu'ils vont être parents. Et là, ils cherchent des solutions pour le meilleur pour leur enfant, etc. Donc là, on a des jeunes femmes, on va dire de 27-28 ans, ça commence un peu généralement vers cet âge-là. Et puis, on a des personnes qui sont en chemin. Je veux dire, ce sont des personnes qui ont déjà un peu de bagage. Et puis, on a les thérapeutes qui sont toujours intéressés par ça. C'est un peu ce public assez difficile de faire de la sociologie. Juste avec parce que je ne demande pas Oui, beaucoup mais de c'est questions, ça, en fait. c'est une question, une petite parenthèse aussi comme ça, mais c'était pas un Mhm. piège là, pour faire établir le profil. Non. Qu'est-ce qui, toi, Non. t'anime pour aller te ressourcer puis aller continuer de te développer? Je sais que tu as fait certains voyages et tu avais un lien, je pense, avec l'Amérique du Sud où Ouais. tu vas te ressourcer et chercher tes inspirations, toi, pour continuer à avancer dans la vie. Alors, pour le moment, puisqu'on voyage en plus difficilement, en réalité, ce qui m'inspire vraiment beaucoup pour le moment, c'est le travail intérieur. Vraiment, la méditation, je passe beaucoup de temps à méditer pour le moment. Et comme j'ai eu de la chance d'être venu ici à Stablo, à la campagne, on a des coins vraiment magnifiques. On a des vues immenses sur des forêts. Puis on se pose je me pose sur une pierre et puis je peux y passer 1 heure. Tu sais, à regarder à l'intérieur, à regarder à l'extérieur, à faire le voyage entre les deux. Euh, et je pense que voilà, ça c'est ça. Et puis, tu sais, vraiment, ce qui me nourrit, c'est le contact humain que ça permet d'avoir. Parce que j'ai la chance d'avoir un comptoir où les gens viennent parler, confier des choses, etc. Ça, c'est vraiment ce qui fait du bien. Là. Je me pose même pas de questions le matin quand je me lève. C'est une espèce d'évidence où j'ai beaucoup de projets en tête, il y a tout le temps, c'est un peu fatigant des fois. Mais voilà, c'est comme ça. Et ça, c'est vrai que pour le moment, c'est ça. Après, c'est vrai que des moments de break en Amérique du Sud, tu sais, moi, j'aime pas trop voyager parce que je reste malgré tout profondément écologiste, pas politique, hein, de cœur. Et donc, j'évite quand même de prendre l'avion trop souvent, et puis ça coûte cher aussi, donc j'ai pas des gros moyens, faut pas croire. Gaia Rome, c'est un projet à taille humaine, on n'est pas des gros économistes. Mais voilà, j'aime bien aller. Alors, qu'est-ce que j'aime? Je crois que le pays de mon cœur, c'est l'Équateur. Je crois que mon cœur, il y a un bout de mon cœur qui est en Équateur et qui est resté là-bas. Et donc, je vis un peu tout le temps une espèce de dualité entre ici, où j'ai une espèce de
d'engagement, de contrat, de transmission des connaissances à ma communauté ardennaise, on va dire ça comme ça. Et puis mon cœur qui a envie d'être régulièrement en Amérique du Sud parce qu'il y a une douceur de vivre, il y a une qualité, il y a une énergie, ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que ici on est dans un pays, dans un endroit qui a connu des guerres sans cesse, où les gens se sont massacrés sans cesse, avec 2 guerres mondiales, avec toute l'horreur, et vraiment ça se ressent. C'est quelque chose, il y a une perte d'énergie, c'est assez difficilement exprimable, mais quand je pars et j'arrive en Amérique du Sud, je dis toujours, je marche à ça au-dessus du sol. Je ne sais pas si c'est parce que c'est volcanique et qu'il y a plus d'énergie ou quoi que, je n'en ai aucune idée, je n'ai pas de données scientifiques pour expliquer ça, mais je me sens vraiment en très grande forme. Et puis à chaque fois que je reviens vers l'Europe, il y a comme une espèce un petit tassement, un peu comme s'il y avait eu une perte d'énergie, comme s'il y avait une espèce de fuite, une espèce de vortex qui fait que l'énergie européenne elle est basse et que c'est pour ça que la vie y est plus, parfois beaucoup plus terne. J'ai envie de dire terne, ouais, je pense que c'est ça. Et alors je pense que comme tout ce qui est énergétique, c'est des possibilités de réénergiser. Et ici, il y a une espèce de communauté de gens qui sont un peu arrivés dans la région par ici, qui ne sont pas spécifiquement originaires, et qui ont un peu tous cette même idée, c'est de dire on va remettre de la vie, on va remettre de l'énergie, et on va essayer de tirer un petit peu tout ça vers le haut, en nettoyant un petit peu toutes les mémoires des guerres, etc., en arrêtant d'être focalisé sur des célébrations de guerre, etc. Et puis on a envie de célébrer la paix, on a envie de célébrer la vie, on a envie de célébrer l'amitié, l'amour, le ciel, les fleurs, etc. Et pas tout le temps être dans des cérémonies avec des fanfares et des gens habillés en militaire, etc. Parce que la plupart du folklore ici, c'est ça. C'est triste. Je pense que vous avez un beau projet collectif pour faire changer les choses et ramener la lumière dans tout ça. Écoute, c'est presque la fin et tu amènes ça sur. C'est presque le mot de la fin que tu amènes avec cette énergie positive. Si on veut te suivre, en fait, j'avais prévu parler de ton groupe sur Facebook pour qu'on puisse te suivre, mais j'ai vu ce matin que tu le fermais. Ouais. Alors, 2 choses. Ça prend du temps et par rapport à ce que toi tu fais, et je trouve que tu fais un travail de gestion de groupe absolument remarquable. Des groupes d'ailleurs, parce que tu les as en plus démultipliés, c'est fascinant. Moi, je trouve que mes groupes ne sont pas du tout vivants et que les informations que je mets sur les groupes peuvent très bien se retrouver soit sur ma page personnelle, soit sur la page de Gaia Rome. Et comme ça, ça me fait moins de temps sur Facebook aussi. Et ça, c'est toujours très bien. Oui, de plus en plus, je le pense aussi. Ben écoute, donc si on veut te suivre, on peut aller sur Gaia Rome. Et Voilà. puis, tu as aussi ton blog sur la page Internet de Gaia Rome. Est-ce que tu t'écris régulièrement? À quelle fréquence? Alors, maintenant que je me désolidarise de Facebook, on va dire ça comme ça, où j'aime bien prendre de la distance, me revient l'envie de plus nourrir le blog. Et puis, on a une newsletter, grosso modo, plus ou moins une fois par mois. Alors, ce n'est pas une newsletter racoleuse avec des 3% d'économie sur les achats. Moi, je ne suis pas comme ça, mais je sais que c'est en demande, donc je vais vraiment essayer de faire un effort pour penser à faire ce genre de choses-là. Mais c'est plutôt une newsletter informative. On va transmettre un petit peu la vie de Gaia Rome, qu'est-ce qui se passe, un nouveau produit, une nouvelle création, un nouvel article, etc. Voilà. Mais oui, je pense que je vais vraiment essayer de recentrer ça sur le blog de Gaia Rome, de www.gaiarome.com, qui est le site, la base de Gaia Rome, et un peu laisser les réseaux sociaux de côté et voilà, en prenant le risque que tout le monde ne suive pas, mais c'est pas grave. Est-ce que la distillation, c'est quelque chose qui t'intéresse, étant donné que tu es à la campagne et tu as peut-être accès à certaines plantes? Alors là, tu touches évidemment au cœur de l'aromathérapie. Nous, par ici, notre grande richesse, c'est le sapin. D'accord, on a des Douglas, on a des mélèzes, on a des épicéas, on a beaucoup d'épicéas, bien qu'ils soient un peu malades pour le moment. Et donc, je suis en projet pour le moment, mais de nouveau, c'est beaucoup d'énergie, d'essayer de mettre en place ici un alambic, un bon alambic. Je pense qu'on pourrait être autour, je sais pas, je pense qu'une cuve de 1000 litres, ça pourrait être intéressant pour pouvoir régulièrement distiller de la forêt. Parce qu'il y a des abattages, il y a des coupes. L'idée, c'est de faire du lien avec le monde politique et puis les gestionnaires de forêt, etc., en disant, voilà, quand vous faites tomber,
Nous, on vient, vous nous appelez et on récupère les aiguilles. On observe évidemment si elles sont en bon état. Et puis, j'imagine qu'il y a d'autres moyens de faire. Je n'ai pas encore étudié vraiment la chose, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment envie de mettre en place parce que voilà, on a du terroir. J'ai des partenaires ici qui ont des possibilités d'installer ça chez eux. Voilà, on va mettre ça en place, j'espère, dans les années qui viennent. Ah, Bien sûr, c'est un beau projet. ça me fait vraiment rêver. Donc, écoute, merci beaucoup pour ce moment passé avec nous. Et puis, écoute, une bonne continuité pour Gaillard-Ronde, tous tes projets. Et puis, merci tout le monde d'avoir été présent. Donc, merci beaucoup et puis à bientôt. À tout bientôt et un grand merci pour tout ce que tu fais. Salut, Merci. à bientôt. Merci à tous.